Coucou mon pompon. Dans ce podcast, je t'ai déjà pas mal parlé de Game of Thrones, des blasons, de Daenerys et de Tyrion. Et du coup, étonnamment, ça va être aujourd'hui le 2e épisode consacré à un membre de la famille Lannister, dis donc. Alors que, je dis étonnamment parce que j'aime beaucoup Tyrion, mais en soi, les lions, c'est pas mes préfs particulièrement, tu vois. Moi, je suis plus Sam, Varys, Brienne et Sandor Clegane vibes, tu vois. Mais c'est sans compter que j'anime pas un bazar dédié à mes héros favoris. Tut. Il y a bien des fois où j'ai laissé émerger la première image de personnage qui me venait à l'évocation d'un exercice de sophro. Et ben là, je te le donne en mille et sans ballottage aucun avec une ou un autre héros, pour la relaxation dynamique du jour, c'est Cersei qui m'est venue tout de suite. Il s'agit de l'exercice respiratoire numéro 2. Je t'en recose bien comme il faut tout à l'heure, mais juste pour que tu captes, il va y avoir du blocage de respiration et surtout du bouchage de neneuil, 2 oreilles et de pif. 3 sens en moins, nous voilà bien isolés. Or, s'il y en a bien une qui chemine seule avec du monde autour, comme disait l'autre, eh bien c'est la reine Lannister. Et même si c'est pas ma chouchoute, si tu m'écoutes un peu d'habitude, tu sais à quel point j'adore me pencher sur le cas des antagonistes bien campés. Eh ben, Cersei, je suis désolée, mais elle vole longtemps la vedette aux White Walkers, et c'est à cette reine-là qu'une autre reine, celle-là qu'a les dragons, vient arracher son trône dans les flammes et le sang. Cersei aura été une pièce maîtresse de l'échiquier de la saison 1 jusqu'à la dernière. Dans une série où les têtes des protagonistes de premier plan tombent comme les feuilles jaunies de l'automne, vu que dans les 2 cas, The Winter is Coming, t'as vu, eh ben c'est une forme d'exploit et ça méritait bien qu'on s'y arrête un peu, je crois. Or donc, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est sa rigidité. C'est probablement l'un des personnages qui a le moins évolué dans son rapport au monde, au pouvoir, dans ses convictions ou ses intérêts. Elle est reine du début à sa mort. Enfin, quasi, vu que Marjorie lui pique un temps le siège royal, je vais y revenir. Il n'est pas question qu'elle lâche ça. Elle n'a aucun engagement politique au sens de gestion des terres et des pécores. Elle n'a pas non plus de vision pour le royaume. C'est pas son taf. Elle fait dans le bend-the-knee, l'enrichissement et le développement de la puissance familiale, le protocolaire, l'assise de son pouvoir, ça ne bouge pas. Ça et son amour pour son jumeau Jaime. Être in love avec son double, ça en dit long sur la go, je vais y revenir aussi. Cersei semble figée, comme si l'hiver l'avait déjà transformée en statue glacée. Et pourtant, il y en a eu des bouleversements chez ce personnage. Elle s'est montrée de moins en moins feutrée dans ses attaques, de plus en plus spectaculaire dans ses ripostes. C'est vrai. Mais au lieu d'observer les événements et de faire des choix éclairés sur les décisions à prendre, on croirait qu'elle n'a cessé d'avancer sur le même fil, les yeux bandés, sans rien entendre des rumeurs de l'univers, en apnée, seulement capable de se livrer au destin qui allait la dévorer. Comment pourrait-on définir la reine Cersei ? D'abord, il faut le reconnaître, elle brille par sa beauté de lionne. Les Lannister, c'est des BG globalement. Je t'ai déjà parlé de la difficulté de ne pas être un soleil dans le ciel de cette famille-là dans l'épisode sur Tyrion. Mais pour faire court, c'est par son physique qu'un des dudes les plus finaux de la série est sans cesse ramené au fait qu'il ne soit pas digne de sa famille. Ça est sa faute originelle. Celle pour laquelle sa sœur lui voue une haine viscérale et irrémédiable, sa mère est morte en lui donnant la vie. Cersei est un personnage construit en exacte antithèse avec Tyrion.
On la découvre avec une allure de princesse de conte de fées, cheveux de réponse blond vénitien, yeux de biche, à prononcer bitch en ce qui la concerne because she's a bad one. Silhouette longiligne et gracieuse, je reviendrai en détail sur l'évolution de son style plus tard parce que ça ne manque pas d'intérêt pour illustrer le développement statique du personnage. Toujours est-il que c'est d'abord par ce biais d'être supérieure à la moyenne qu'elle nous est présentée. Tout dans son langage, au début en tout cas parce que après la mort de ce gros marcassin de Baratheon, la reine se lâche un chouille plus, tout dans son langage donc est passif-agressif. Cette manière de baisser les yeux en même temps que les commissures des lèvres à chaque fois qu'elle condescend à adresser la parole à quelqu'un. Ce demi-sourire de Joconde qu'elle porte comme un masque de cour en permanence. Ces marques d'affection faites pour rabaisser et mettre sous emprise, comme le Little Dove dont elle gratifie la toute jeune Sansa. Expression qui sera détournée par ce bon Sandor Clegane, à qui on ne la fait pas et qui en a bien compris tout le sous-texte, Little Bird, proie en cage, jouée entre les pattes des lions. Drapée de bienséance, d'étiquettes et d'un ton feutré et monocorde, Cersei ne fait que piquer et écraser ceux à qui elle s'adresse. Là où Tyrion montre une profonde considération par ses actes. Respecter Sansa, gifler Joffrey, accorder du temps au bâtard Snow, écouter l'infirme qui sait, tandis qu'il passe par une ironie grossière ou des traits d'esprit très frontaux pour exposer la vérité. Encore un point d'opposition lié au précédent, c'est que Tyrion s'intéresse aux autres, à ce qu'ils savent. Il a conscience, lui, que la connaissance est la plus puissante des armes. Il est instruit et curieux du monde qui l'entoure. Cersei a une éducation d'apparat. À ses yeux, la seule information géographique qui compte, c'est que le monde lui appartient. Elle est arrogante et se croit bien plus fine stratège qu'elle ne l'est réellement. À combien de mauvais moves politiques, d'incidents diplomatiques, d'erreurs fatales en termes d'image, de refus d'accueillir le réel comme une donnée prioritaire a-t-on assisté durant son règne? Le peuple me déteste, je n'en ai cure. Les Kingslandais sont en danger, qu'importe que les pions meurent. Tout le monde adore la nouvelle reine Marjorie, je m'en vais tout brûler dans le feu grégeois. Les White Walkers sont à nos portes, Osef, je préfère la joie fugace d'un doigt d'honneur à la concurrence que sauver l'existence même du trône sur lequel je pose mon royal tutu. C'est le problème d'avoir une reine Lannister. Tout pour le bling-bling, rien pour l'honneur. Ce n'est pas étonnant qu'une telle Narcisse n'ait trouvé le véritable amour que chez son jumeau Jaime, qui lui-même, s'il choisit un retour, on y reviendra, a sacrément évolué vers l'honneur, lui, pour le coup. La scène insoutenable du Walk of Shame avait tout d'une symbolique de renaissance brutale. On réprouve, on empathise avec elle. Pas tout à fait pour la première fois, je vais y revenir. Elle est mise à nu, au sens propre comme figuré, fragile, tremblante. The Mountain la récupère et l'emmaillote comme un bébé. Et pourtant, rien ne sortira de cette expérience traumatique que ce qu'elle était déjà, les cheveux de princesse en moins. Elle refuse d'apprendre. Sa seule réponse sera l'escalade dans les outils de violence, le zombie garde du corps Mountain par exemple, dans les rouages financiers, car on achète sa puissance chez ceux qui payent toujours leurs dettes, dans l'oppression du peuple. À l'image de ses cheveux raccourcis, tout chez Cersei est en verticalité, dans elle-même, pour elle-même, et non en horizontalité, dans le monde, pour le monde. Solitaire et surtout pas solidaire. Je t'ai dit tout à l'heure que j'allais revenir sur le fait que la Walk of Shame n'était pas la première occasion que nous avions eue de concevoir de la compassion pour Cersei. En tant que spectateur, en tout cas, puisque je te le rappelle, je n'ai consommé que la série. Bon. Son image de soleil glacé craquelle un peu lorsqu'elle parle du fils qu'elle a perdu, probablement le seul qu'elle ait eu avec son mari d'ailleurs. C'est une des rares fois, peut-être même la seule,
on la voit s'adresser à une autre femme avec un échange sincère. 2 chagrins maternels qui se comprennent. Bon, après, elle cause à Catelyn Stark de la potentielle perte de Bran, alors que je te rappelle que c'est elle qui en est en partie responsable, vu que c'est Jaime qui a poussé le gosse pour cacher que lui et sa sœur s'aiment un petit peu beaucoup trop. Bon, écoutez, avec Cersei, on va chercher des petits bouts d'humanité au milieu d'un tas d'infamies, c'est ainsi. Ceci étant dit, on ne peut pas lui retirer qu'elle aime ses enfants. J'ai pas dit qu'elle s'y prenait bien. On peut considérer qu'elle est directement responsable du suicide du pauvre petit Tommen. Et puis, on ne peut pas non plus négliger le fait que si elle avait un peu élevé correctement l'insupportable Joffrey, il n'aurait probablement pas été assassiné. Je te cause pas de l'empoisonnement de Myrcella à Dorne pour venger la mort d'Oberyn, ni de la grossesse qu'elle emportera avec elle parce qu'elle n'aura pas été fichue de voir que c'était game over. Bon, une vraie catastrophe maternelle cette Cersei finalement. Mais je t'ai pas dit que c'était une bonne maman. Je t'ai dit qu'elle aimait ses enfants. C'est pas pareil. Et justement, voilà une mère qui perd tous ses petits les uns après les autres, violemment. Non mais c'est vrai, on parle toujours des loulous Stark et tout. Mais la lionne aussi, elle a perdu les siens dans cette guerre pour le trône. Et on voit bien que c'est ça qui achève de la fermer à tout pour toujours, de la figer comme une pharaone déjà sous sarcophage. Moi, je pense que Cersei, ça fait longtemps qu'elle sait qu'elle est morte. Lorsqu'elle évoque son mariage forcé au roi Baratheon, on voit à quel point elle a été réifiée, reléguée à l'état d'objet, par son père. De toute façon, ça n'a pas l'air d'être la joie d'être l'enfant de Tywin Lannister, globalement. Si tu veux te développer sans daddy issues, c'est foutu. Livrée en pâture à un mari qu'elle n'a pas choisi, celui-ci se paye le luxe de la délaisser. Quel toupet! Il ne cesse d'évoquer son seul amour, au passage pour une go qui ne voulait pas de lui, en vérité, pour la sœur Annette Stark. Tout le reste n'est que viande à ses yeux. Franchement, quand on est la plus belle du royaume, c'est quand même fort de café d'être ainsi humiliée par un mari qui tient plus du sanglier que du prince du goûter. Toute sa vie n'aura été qu'une longue résistance à de multiples rebuffades. Tu m'étonnes qu'elle ne soit que dédain. Tu m'étonnes aussi qu'elle soit obligée de masquer ses dégoûts, sa rage et ses haines du quotidien, d'engloutir ses cris dès le matin dans l'or évasé d'une coupe de vin. Elle y cache son visage autant qu'elle s'y noie. Cersei sait qu'elle est déjà morte, mais elle refuse de l'accepter. La mort est sa plus grande frayeur, sans doute un cadeau laissé par le traumatisme de la perte de sa mère, sans doute une des raisons pour lesquelles elle ne supporte pas la religion du moineau qui lui promet la damnation, sans doute pour cela qu'elle autorise les expériences contre nature de retour à la vie zombifiée avec The Mountain. Peut-être, pour cela aussi, qu'elle refuse de voir la mort personnifiée qui avance avec l'hiver, même lorsqu'on lui colle un White Walker sous le nez. Elle est dans un déni total de son rôle de personnage tragique, et pourtant, elle ne sait qu'avancer aveuglément vers une mort déjà écrite. Jaime, lui, l'a compris. Il a construit une rédemption pour son âme, puis est revenu perdre la vie avec sa sœur, parce qu'être les bras qui l'entourent a toujours été sa place. Il ne revient que pour adoucir ses derniers instants et l'enlacer dans la mort. C'est très beau. Bon, oublions un instant que c'est sale. Ok, c'est très Roméo et Juliette, on peut pas le nier. Mais Cersei, elle n'est pas prête. Si on observe l'évolution de son style au fil du temps, on voit bien qu'elle s'emprisonne de plus en plus le corps et l'esprit. On passe des cheveux dorés soigneusement tressés pour la garnir d'une couronne tout en laissant la majeure partie se répandre sur les épaules et le dos comme du miel. Elle était la mode à cette période. Sansa la copie pour devenir une vraie princesse. Des robes au tissu lourd mais clair, rose, bleu ciel, argenté, doré, dénudant les épaules comme un vase conçu pour une fleur unique, ou les couvrant de riches fourrures. Tout est somptueux, séduisant, royal. Et puis vient le temps du règne de Geoffrey. Le sang est de mise.
les pleins pouvoirs aussi. Beaucoup de rouge écarlate pour Cersei. Mort du fils chéri, le noir est adopté et ne s'en ira plus jamais, d'un deuil à l'autre. Elle n'est plus la hit girl de la cour anyway, puisque la reine Marjorie, ses robes de voile légers, bleu et blanc, laissant apparaître la peau rose, des robes de vie, la rappellent sans cesse à la prophétie de sa mort annoncée. Une autre reine, plus jeune, plus belle, etc. Et puis les cheveux sont rasés. L'ultime humiliation, la confrontation avec la mort qui la terrorise dans les geôles de l'ordre de la foi des Sept. La robe noire devient carcan, corset et armure à la fois. Le col remonte jusqu'au menton. Les épaulettes renforcent la carrure guerrière. C'est immobile et raide dans ce cercueil de tissu et de fer qu'elle vit sa confrontation avec l'autre reine, Daenerys. Elle aussi figée dans le cuir noir, je t'en avais parlé. Deux destins similaires, deux enfermements progressifs, deux dénis de la tragédie qu'elles écrivent pourtant de leurs mains. Quel dommage de savoir aussi bien s'isoler pour finalement n'avoir aucune capacité à analyser ni ses ressentis, ni le monde qui vous entoure. C'est pourtant ce que Cersei aurait bien dû faire pour avoir une chance de s'en sortir dans ce monde de brutes. Toujours est-il que si je t'ai parlé de cette reine malheureuse dans cet épisode, c'était pour te présenter, comme je te l'ai dit en introduction, un exercice de respiration qui n'a pas de petit nom, qui s'appelle l'exercice respiratoire numéro 2. Je t'avais déjà présenté son grand frère avec l'épisode sur les sidekicks dans la série Buffy, avec l'exercice respiratoire, guess what, numéro 1. Ah non, mais il y en a, ils se grattent la soupière pour trouver les noms. Et donc, quand je t'avais présenté cet exercice-là, je t'avais expliqué qu'il permettait principalement de prendre conscience de la pression pulmonaire. Pour cet exercice respiratoire numéro 1, il s'agissait de boucher ses narines avec ses 2 pouces en plaçant les mains de chaque côté du nez. Et on aspire par la bouche. On se penche en avant, on vient pousser légèrement l'air dans le nez qui est bouché et on relâche les doigts du nez, on souffle fortement par le nez, on relâche complètement les bras et on se relève doucement. On fait ça 3 fois. L'idée, c'était bien sûr de pouvoir développer sa colonne d'air évidemment, mais on était beaucoup sur des intentions du type évacuer pour les pulsions, les tensions, la peur, la douleur, les pensées parasites, etc. On était dans l'idée d'éliminer, etc. Et puis juste de stimuler pour la respiration. Or, ici, dans l'exercice respiratoire numéro 2, tu vas voir, on part quand même sur une base très similaire. En fait, on va venir placer ses doigts d'une manière bien spécifique. Donc, les pouces vont se trouver contre le trou, entre guillemets, des oreilles ou sur le petit bout de lobe qui se trouve juste avant pour fermer les oreilles. Les index vont se trouver, eux, sur les paupières pour venir fermer les yeux. Donc, c'est un exercice qu'on débute les yeux ouverts. Il faut bien sentir qu'on fait soi-même l'action avec les doigts de venir fermer le regard. Il ne faut pas l'avoir fermé auparavant. Et puis enfin, avec les majeurs, donc les doigts du milieu, ils sont tout prêts pour servir à venir boucher les narines de part et d'autre. Donc ça fait un petit peu comme si on faisait le signe 3 avec les 3 doigts, le pouce, l'index, le majeur, retourné des 2 côtés, pouce contre l'oreille, index contre la paupière et majeur contre la narine. Et puis tu laisses pendouiller gentiment les 2 autres petits doigts où ils peuvent contre la joue. Ça ressemble d'ailleurs très fort à un exercice que moi, je n'ai pas dans mon panel sophrologique, mais que Constance t'avait présenté dans mon épisode spécial de Noël, où elle avait eu la gentillesse de venir
un petit peu proposer des exercices différents autour de la thématique d'Harry Potter. Et si tu as suivi cet épisode, peut-être que tu te souviens qu'elle avait proposé pour un des personnages l'exercice qui s'appelle l'exercice des 7 portes, si je ne dis pas de bêtises, qui ressemble exactement à celui-ci, sauf qu'en plus, avec les doigts qui nous restent, on vient fermer aussi la bouche. Donc on ferme les 7 portes, les 2 oreilles, les 2 yeux, les 2 narines et la bouche. Pareil, c'est aussi un exercice qui va permettre de se recentrer sur soi. Je te l'indique parce que du coup, tu vois qu'on peut décliner ce type d'exercice de plein de façons différentes avec une base similaire au départ. Donc ici, pour l'exercice respiratoire numéro 2, on est vraiment très fermé. L'une des intentions qui revient le plus souvent, c'est s'isoler. Alors à quoi ça sert de s'isoler quand on le fait mieux que Cersei? Eh bien ça va pouvoir servir par exemple à prendre du recul, à faire s'éloigner les choses, à se mettre un petit peu dans une bulle. Et du coup ça va aussi pouvoir permettre de se recentrer sur soi-même par exemple. Ça peut également permettre de trouver un meilleur sommeil, tu vois, d'essayer de sortir un petit peu de toutes les petites rumeurs parasites qui viennent énerver et empêcher l'entrée dans le sommeil, et bien là, venir s'isoler complètement dans une espèce de calme un peu plus profond, c'est très propice au sommeil. On peut aussi prendre ça pour améliorer l'idée de concentration, ou bien par exemple se préparer à un événement, c'est-à-dire rester bien focus sur ce qu'on a à faire, etc. Donc il y a plein de cas où s'isoler, ça permet soit simplement de retrouver du calme, de se recentrer un petit peu sur soi, de s'éloigner un petit peu des tracas du quotidien, pourquoi pas de se focus vraiment sur ce qu'on souhaite réussir. L'autre terme qui revient, c'est l'idée de stimuler les voies respiratoires. Ça, c'était le cas aussi pour l'exercice respiratoire numéro 1, pour améliorer la respiration, voire pour renforcer le métabolisme, si le souci concerne justement les voies respiratoires. Et puis enfin, on a l'idée de diffuser. Alors ça, c'est important aussi parce que dans le premier exercice, on était beaucoup sur des idées d'évacuer, d'éliminer. Tu entends bien l'idée de sortir quelque chose, alors qu'ici on est plus dans l'idée de revenir sur soi, en soi, repousser le reste, mais pas le sortir, et venir en revanche diffuser quelque chose à l'intérieur. Diffuser la sérénité, par exemple, diffuser le calme, l'apaisement, pour bien évidemment tout simplement instaurer un état de calme. Ça peut servir évidemment également pour gérer le stress avant un examen, mettons, mais ça peut aussi permettre de gérer la douleur, par exemple, d'essayer de diffuser cette forme d'apaisement. Donc il y a tout un tas d'utilisations possibles. C'est un exercice qui est un peu plus versatile que le numéro 1 du coup, puisqu'il ne consiste pas seulement à vider, il peut aussi servir à venir faire gonfler quelque chose à l'intérieur de soi. En revanche, on ne va pas tellement s'en servir justement pour évacuer les pulsions, les tensions, gérer les phobies, etc. Ça, c'est pas trop son travail. On va plutôt réserver ça à l'exercice respiratoire numéro 1. Donc tu vois qu'on part sur une base vraiment très très ressemblante. Il y a certains points où les exercices vont pouvoir se rejoindre sur certaines intentions, mais en réalité, ils n'ont pas tout à fait les mêmes objectifs ni les mêmes bienfaits en réalité. Tout dépend aussi de comment on va l'animer. J'en profite pour te rappeler que quand on anime des exercices, on les fait sur mesure pour la personne qu'on a en face de soi. Ça fait souvent partie d'un parcours, d'étapes qui ont été réfléchies pour amener justement la personne à l'objectif avec lequel elle est venue nous voir, pour lequel elle est venue nous voir. Bien évidemment que quand on anime des séances de groupe, on est moins dans l'idée d'un parcours construit, encore que ça peut se faire de manière un peu plus
un peu plus spécifique, un peu plus réduite. Évidemment qu'on est un peu moins dans le sur-mesure, mais quand même, on peut faire un petit peu attention aux spécificités du groupe qu'on a en face de soi, qu'il s'agisse de difficultés particulières qui ont été exprimées, d'un âge particulier, d'une perspective, d'un événement particulier qui est partagé par l'ensemble, d'une expérience professionnelle qui est partagée par tous, etc. Donc il y a quand même moyen de cibler quelques points précis pour que l'exercice soit quand même parlant, en tout cas pour le plus grand nombre. Je fais toujours ce petit disclaimer ici, puisque évidemment, moi, les animations d'exercices que je te propose dans ce podcast sont extrêmement généralistes et ne rendent pas compte de la réalité d'exercices pratiqués au sein d'une séance pour de vrai de sophrologie. Parenthèse close. Je crois que je t'ai à peu près tout dit et tout expliqué sur cet exercice-là. C'est un exercice évidemment du premier degré, puisqu'il consiste à se concentrer sur ses ressentis au présent. Donc c'est un exercice qui est tout à fait accessible si tu as envie de le pratiquer. Là, aujourd'hui avec moi, s'il y a quelque chose qui t'a parlé dans l'idée soit de s'isoler, soit de diffuser une forme d'apaisement, que ce soit pour mettre les choses un peu à distance, pour se recentrer, pour se concentrer, pour trouver un petit peu de calme en soi, etc. Peu importe, si quelque chose t'a parlé, je t'invite volontiers à le pratiquer aujourd'hui. Je t'ai expliqué les consignes et la seule chose qui me restait à te dire, c'était qu'ici, en plus, comme on bouche un petit peu tout, on se focalise moins sur la pression pulmonaire que dans le premier exercice. Là, on est plus sur les voies respiratoires en règle générale. C'était le petit point aussi de différence dans les ressentis qui vont être appelés par cet exercice-là. Voilà à peu près pour cet exercice. Si tu souhaites le pratiquer, deuxième disclaimer habituel, moi je vais te débuter l'animation en parlant de position debout, mais tu peux complètement pratiquer cet exercice assis si tu ne peux pas, ou assise si tu ne peux pas te mettre debout. La seule chose à laquelle il faudra faire bien attention, comme il va falloir se pencher en avant et relâcher les bras, ce que je te conseille de faire dans ce cas-là, c'est de te pencher en avant jusqu'à sentir tes genoux, puis relâcher les bras le long des jambes, mais vérifie bien juste que tu n'as pas une table en face de toi dans laquelle, par exemple, tu pourrais joyeusement te cogner le front en te penchant en avant. Vérifie simplement que tu as la place de faire ce mouvement-là. Pour celles et ceux qui seront debout, ça vaut aussi. Ceci dit, ne vous mettez pas tout près d'un mur, d'un meuble, je ne sais quoi, dans lequel vous pourriez vous blesser, puisqu'on commence les yeux ouverts, mais on les ferme. Donc vérifiez bien que vous avez l'espace autour de vous pour faire ces mouvements-là. Dernier point, si tu peux pas être assis et que actuellement, pour une raison ou pour une autre, tu es allongé, tu peux pratiquer cet exercice également si toutefois il te reste de la mobilité dans tes deux bras, puisqu'il faut quand même que tu puisses aller boucher les oreilles, les yeux et les narines. Mais dans ces cas-là, tu ne te penches pas en avant avec tout ton buste. Si tu le peux, essaye de faire un mouvement juste du cou, en penchant la tête, en mettant le menton le plus près possible de ton torse, si ça ne te fait pas mal évidemment, pour quand même sentir l'idée de ce mouvement. Donc c'est praticable aussi allongé. Je vais évidemment, n'ayant aucune vraie personne en face de moi, l'animer de la manière la plus basique et généraliste qui soit, donc debout, etc. Mais si ça te tente et que tu es dans un autre cas, adapte en fonction, c'est tout à fait faisable. Voilà pour les différents disclaimers. Faites bien attention également de ne pas avoir de bracelets, de boucles d'oreilles. Si tu as des lunettes, pense à peut-être les poser, parce que sinon ça va être un petit peu embêtant de passer les index en dessous systématiquement. Et puis si tu es prêt ou prête, que rien ne t'entrave, que tu te sens bien à l'aise dans tes vêtements, que tu as retiré tout ce qui pouvait te gêner, que tu as vérifié que tu avais la place autour de toi, eh bien je t'encourage vivement à prendre ce temps d'exercice comme un petit cadeau que tu te prends pour toi, un petit temps de calme que tu t'offres,
à rester bien concentré sur tes ressentis, à les accueillir quels qu'ils soient, même si ce ne sont pas exactement les ressentis que je vais plus ou moins induire dans mon animation. C'est pas grave, ce qui compte ce sont tes ressentis à toi et la manière justement dont tu t'y connectes et dont tu en prends conscience. Et puis reste évidemment bien concentré sur le son de ma voix de manière à suivre les consignes au fur et à mesure. Je te les rappelle très rapidement. Quand je te le dirai, c'est les pouces sur les oreilles, les index qui viennent fermer les yeux, les majeurs qui viennent fermer les narines, aspiration longue par la bouche puisqu'on n'a plus accès à son nez, blocage de la respiration, on se penche en avant, on pousse légèrement l'air dans le front, le nez, les oreilles, etc. Et puis on relâche la respiration par le nez, même disclaimer que pour l'exercice respiratoire numéro 1, si tu as le nez bouché, par pitié, souffle par la bouche. Ne laisse pas quelque chose derrière toi. Donc tu adaptes selon également ta situation nasale, ça va de soi. Donc on souffle dans l'idéal par le nez, sinon par la bouche, et on relâche complètement les bras et on se relève tout doucement. Fais bien attention quand tu te relèves de ne pas te relever à angle droit avec ta colonne vertébrale, ça c'est très mauvais pour le dos. Essaye toujours de penser que tu es comme une chaîne de vélo et qu'il faut déplier, clic, 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 chaque petit maillon de ta colonne l'un après l'autre. Donc tu déroules doucement le dos, tu l'enroules et tu le déroules, hein. Tu évites de te faire mal, notamment au lombaire. Voilà pour le rappel des consignes. Donc si tu es prêt ou prête, je te laisse te mettre debout avec les pieds bien parallèles l'un à l'autre, à peu près à la largeur du bassin. N'hésite pas à plier légèrement tes genoux pour bien garder ton équilibre. Garde la colonne vertébrale bien droite. Pense à baisser tes épaules, c'est le plus important toujours. Garde les bras bien souples le long du corps pour le moment, la tête droite dans l'alignement de la colonne. Garde bien tes yeux ouverts tant que tes index ne seront pas posés sur tes paupières. Et on va pouvoir commencer. Bouge tes oreilles avec tes pouces, tes yeux avec tes index, tes narines avec tes majeurs. Prends une longue inspiration par la bouche. Bloque ta respiration et penche-toi en avant. Souffle légèrement à l'intérieur, pousse dans le nez, pousse dans les oreilles, dans le front. Et expire par le nez en relâchant les bras. Déroule doucement ta colonne, reprends ta respiration naturelle. Accueille les premières sensations dans le nez, dans la bouche. Prends conscience de tes voies respiratoires supérieures. Rouvre tes yeux et recommence une deuxième fois. Place tes pouces pour boucher tes oreilles, tes index pour fermer tes paupières, tes majeurs pour boucher ton nez. Laisse les autres doigts tranquillement sur les joues. Prends une longue inspiration par la bouche. Bloque ta respiration, penche-toi en avant, exerce une pression avec l'air que tu conserves dans le front, le nez, les oreilles. Et souffle avec le nez, relâche les bras, respire à nouveau naturellement, déroule doucement ta colonne. Accueille toutes les sensations dans les poumons, dans le cou, dans le nez. Prends conscience de tes voies respiratoires inférieures.
Pour le dernier enchaînement, je te laisserai faire à ton rythme. Tu peux déjà rouvrir les yeux et pense bien cette fois-ci à ressentir la manière dont tu te recentres sur toi-même. C'est à toi. Reprends ta respiration naturelle. Redresse doucement ta colonne. Prends le temps d'accueillir l'ensemble des ressentis dans la tête, dans tout le corps. Prends conscience de ta capacité à t'isoler. L'exercice est maintenant terminé, tu peux rouvrir les yeux. J'espère que cet épisode t'a plu et je te dis comme d'habitude à lundi prochain et d'ici là n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton mon petit pompon.